Bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui de suivre l'audition des représentants des syndicats du comité d'entreprise du groupe Alstom. Alors, à l'initiative du groupe socialiste au Sénat, le Sénat a créé une mission d'information sur Alstom et plus généralement sur la stratégie industrielle du pays. Et l'approche de la fusion avec Siemens qui sera effective l'année prochaine, en 2018, les salariés sont inquiets pour la pérennité de leur emploi. Les représentants syndicaux exigent donc du gouvernement qu'ils prennent les mesures qui s'imposent pour préserver tous les sites Alstom en France, toutes les activités et tous les emplois sur chacun de ces sites. Les craintes portent bien sûr sur les éventuelles économies d'échelle que pourrait pratiquer le géant allemand Siemens. Voilà, donc tout de suite, je vous propose de suivre cette audition des syndicats. Cette audition est très importante. Il y a quelques semaines, c'est M. Parlafar qui était ici et qui a donné quelques indications sur cet accord qui était intervenu. Nous lui avons posé pas mal de questions et certaines méritent d'être approfondies. Cette mission qu'on va mener se tient à la fois sur le problème d'Alstom, mais aussi sur la stratégie industrielle française du ferroviaire. Et de ce point de vue, on attend beaucoup de cette audition et de vous entendre. Pourquoi cela? Parce que déjà la question très crue qui se pose, toute simple, est-ce qu'on fait un EADS du ferroviaire ou est-ce que c'est une absorption d'Alstom par Siemens? La question est crue, mais donnez votre avis. On attend que vous donniez votre avis sur cette question, en sachant quand même que l'accord intervenu va passer devant la Commission européenne, parce que la loi antitrust passe par là, et que votre position sera décisive pour l'avenir de l'accord. En sachant que créer un EADS du ferroviaire n'est pas une mauvaise idée en soi, parce que les Chinois ont fait de la même chose en Chine, et se préparent à mener une concurrence dure, rude à l'industrie européenne. Avoir un scénario d'un grand groupe européen nous apparaît une bonne chose. Simplement, est-ce que les choses sont équilibrées aujourd'hui? Quelle est la nature de l'accord qui est intervenu? Quel est son contenu? Est-ce que le fait d'avoir 51%, par exemple, de Siemens dans l'accord, est-ce qu'on ne va pas vers une absorption? C'est des questions que je vous pose et vous en avez certainement d'autres. Voilà. Il y a des engagements qui ont été pris pour 4 ans. Il semblerait qu'ils pourraient être prolongés. Qu'est-ce qui se passera après ces 4 ans? On sait très bien que le ferroviaire est en pleine restructuration et on a besoin d'avoir votre avis sur ces questions. Voilà, la question de l'innovation dans la filière est une question déterminante aussi. La diversification, vous avez vu que les villes, les agglomérations sont en train de se mettre à des modes de mobilité où la question du CO2 est posée avec force. Et le TGV du futur arrive, des commandes très importantes arrivent à partir de 2022. On ne manquera pas, mais qu'est-ce qui se passe d'ici 2022? On ne manquera pas de commandes, mais qu'est-ce qui se passe d'ici 2022? Voilà donc, il y a chez vous aussi un membre du comité stratégique de la filière ferroviaire. Est-ce que la politique de filière industrielle et ses instruments vous semblent suffisamment efficaces pour faire face aux défis actuels? Voilà, messieurs, les questions posées. Le mieux, c'est que vous preniez chacun la parole et que vous nous donniez à la fois vos analyses. Tout sera enregistré. Et à partir de cet enregistrement, bien sûr, la mission d'information que nous menons avec Alain Châtillon et avec toute une série de sénateurs et de sénatrices qui sont ici, débouchera sur un rapport. L'idée,
c'est de faire en sorte que l'État français joue tout son rôle dans cette affaire. Est-ce que les choses ont bien commencé ou pas? Il y avait les achats de Bouygues qui se présentaient. C'est toutes des questions. On aimerait avoir votre avis. Et là, on a toute la représentation syndicale qui est ici. Et on est vraiment très heureux et très curieux de vous entendre. Et votre avis sera extrêmement précieux. Merci. Alors, qui commence? On peut commencer. Hein, Claude Mandard, délégué syndical central CFE-CGC. Vos questions, elles sont à la fois pertinentes, complexes, et ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, on aura un certain nombre de difficultés à y répondre avec vraiment beaucoup de pertinence, puisque nous-mêmes, nous n'avons pas tous les éléments pour pouvoir nous forger un avis. Alors comment les choses se sont passées? En fait, quand la nouvelle est tombée fin septembre, ça a été c'était une espèce de douche froide, parce que on entendait parler depuis plusieurs mois de discussions, Alstom, Bombardier, Siemens. Siemens, Alstom, bien qu'on n'y croyait pas trop. Et puis quand on posait la question à nos dirigeants, la réponse qu'on nous donnait, c'était, mais vous savez, tout le monde discute avec tout le monde. Il y aura obligatoirement nécessité de consolidation dans la filière ferroviaire, mais aujourd'hui tout est ouvert. Et en gros, 2 jours après, on apprenait qu'effectivement, il y avait des discussions qui avaient été menées secrètement entre l'État et Siemens, et entre Siemens et Alstom. Alors, à notre sens, pourquoi c'était la douche froide? Pourquoi on n'en a pas entendu parler avant? C'est parce que nous sommes, alors quand je dis nous, c'est CFE-CGC, je pense que mes collègues partageront le même avis, mais enfin je les laisserai s'exprimer. Nous sommes persuadés que Alstom a été pris de vitesse dans cette opération. Si on revient en arrière, 2014, c'est l'annonce du projet de vente, de cession des activités énergie à General Electric. Octobre 2017, c'est il y a 2 mois, hein. Octobre 2017, nous sommes seulement devenus indépendants d'un point de vue réseau informatique et outils informatiques. Avant, nous utilisions les réseaux, les supports informatiques de General Electric, à qui on avait vendu notre outil informatique. Donc en fait, ils nous les sous-louaient, ils nous les louaient. D'accord? Donc en gros, octobre 2017, nous devenons majeurs, complètement autonomes. Et un mois avant, donc avant même qu'on devienne majeur, on nous annonce un rapprochement avec Siemens. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce? On nous annonce que c'est un mariage d'égo à égo, que nous allons devenir donc un Airbus du ferroviaire européen, etc., etc. Dans les faits, aujourd'hui, quelles sont les informations qu'on a à ce propos-là? Nous n'avons que des informations capitalistiques. C'est-à-dire que quand on nous demande de formuler un avis, notamment au niveau du comité d'entreprise européen, et puis dans un deuxième temps au niveau du comité central d'entreprise d'Alstom Transport France, quand on nous demande de formuler un avis qui soit motivé, Alstom aujourd'hui joue clairement le jeu. Nous avons toutes les informations, autant que faire se peut, qui peuvent nous les communiquer, mais enfin nous avons toutes les informations qui peuvent nous permettre de formuler cet avis. Alors quelque part, nous, c'est pas non plus des grandes découvertes, parce que étant trempant dans la potion magique Alstom, je veux dire, on découvre rien. Par contre, toutes les informations venant de Siemens, qui elles nous intéresseraient pour voir quels sont les recouvrements qu'il y a, quelles sont les complémentarités, puisqu'on nous dit qu'il y a complémentarité. Alors quelles sont les complémentarités? Nous n'avons aucune information. Aucune information. Et mon collègue Jean-Louis Profisi, qui siège au comité d'entreprise européen, pourra compléter tout à l'heure mes propos. Mais encore une fois, hier, Siemens a refusé nettement de nous communiquer des informations
des informations qu'on demandait, et ce n'est pas des informations stratégiques hein, sur la charge des établissements, les carnets, le carnet de commandes, la teneur de leur carnet de commandes, leur portefeuille produit, enfin toutes ces informations, pour nous, nous sont nécessaires pour formuler un avis. Seulement, la réponse qu'on a, c'est non, aujourd'hui, nous restons des entreprises concurrentes et nous n'avons pas à nous communiquer ces informations. Donc aujourd'hui, c'est que dans un sens. Oui, Alstom joue le jeu, non, Siemens ne joue pas le jeu. Et quand on essaye de faire pression pour obtenir une représentation européenne du ferroviaire, hein, aujourd'hui Siemens a une espèce de comité d'entreprise européen qui mélange, alors je dis pas que c'est bien, c'est pas bien, mais enfin qui mélange le ferroviaire, les machines à laver, les ampoules électriques, l'éclairage, enfin j'en passe et des meilleurs, hein, la santé. Quand on demande à ce que le futur groupe, qui va réunir quand même 60 000 salariés, puisse avoir une représentation européenne, aujourd'hui, les dirigeants de Siemens, c'est niet. Non. Vous serez représenté dans le cadre du comité d'entreprise européen classique, et quand on demande l'appui de notre direction, notre direction est favorable à ça. C'est que on a un dialogue social au niveau du comité d'entreprise européen qui est, alors ça peut toujours être mieux, mais enfin qui fonctionne. On a un forum européen, comme on dit chez nous, qui fonctionne bien. Et il nous appuie. Bon, nous allons faire pression sur Siemens mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'aujourd'hui, avant même que le deal soit fait, notre direction, en rip ou par Lafarge, n'a pas les moyens de discuter d'égal à égal avec Siemens pour qu'on ait une représentation européenne du ferroviaire. Mais alors qu'est-ce qu'il en sera quand le deal sera fait? On n'aura aucune représentation, on sera complètement noyé. Donc, ce qui explique clairement, ce sont des premiers éléments qui expliquent notre inquiétude. Alors après, vous parlez de stratégie à 5 à 10 ans. On n'a pas de stratégie industrielle. Quand on pose la question, et alors quelle est la stratégie? On voit l'organisation capitalistique, mais quelle est la stratégie industrielle? On dit, mais ça, ce sera fait dans un deuxième temps. Ah bah ouais, mais enfin, nous, notre avis, il faut aussi qu'on le donne en fonction de la stratégie industrielle. Si la stratégie industrielle, c'est de dire, bah, on rapatrie, par exemple, je dis n'importe quoi, tout ce qui est, bien que ce soit pas n'importe quoi, mais tout ce qui est fabrication des moteurs et fabrication des chaînes de traction à Nuremberg, là où ils ont une usine de plusieurs milliers de salariés, qui va venir concurrencer nos implantations d'Ornans dans le Doubs, qui fait même plus de 300 salariés, et puis notre implantation de Tarbes dans les Pyrénées, qui fait 400, 500 salariés. On va aller où? Comment se projeter si on ne sait pas comment le business il va être réparti sur ces implantations industrielles? Alors on nous dit oui, mais vous avez un engagement comme quoi pendant 4 ans les implantations industrielles elles vont être maintenues. Mais il n'y a aucune contrepartie. Rappelez-vous, General Electric, il y avait une contrepartie de 50 000 € d'emplois non créés par rapport aux 1000 emplois nets qu'ils devaient créer fin 2018. Hein, alors General Electric, 50 000 € par emploi, c'est même pas le coût d'un emploi, donc ça leur fait une belle jambe. Et en plus, on voit aujourd'hui ce que l'État semble faire de ce qui se passe à Grenoble. Hein. De toute façon, ils n'ont aucun pouvoir. General Electric, c'est une entreprise de droit privé. L'État n'a aucun droit. Alors, il pourrait monter en nationalisant, mais enfin, je pense pas que ce soit trop aujourd'hui l'orientation qui est prise dans la politique économique et industrielle. Donc aujourd'hui, les 4 ans, les 4 années de garantie, c'est bien de l'entendre dire. Nous, on n'était pas, c'est pas qu'on n'était pas demandeurs, mais enfin, c'est les directions d'Alstom et de Siemens qui nous ont avancé cette garantie. Mais ok, mais et en plus cet accord, cet engagement, donc qui fait l'objet d'un accord, il est même pas public. Il n'est même pas public. Il est à teneur confidentielle puisqu'il n'est pas accessible par les représentants du personnel. Il est accessible qu'à travers une data room qui se trouve chez les avocats. Qu'est-ce qu'il y a dans cet accord? On ne sait pas. Et nous, on nous demande de nous positionner sur une politique industrielle qui est inexistante et un accord dont on a à peine les tenants et les aboutissants. Bah, excusez-moi du peu, mais enfin, pour nous, c'est joker aujourd'hui. Hein. C'est joker. Alors j'ai noté un certain nombre d'éléments, hein, après je repasserai la parole à mes collègues, mais sur la filière ferroviaire.
Alors, je voulais simplement corriger une chose. On est plusieurs membres de la filière. Il n'y a pas qu'un seul membre de la filière ferroviaire. Hein. Nous sommes plusieurs membres de la filière ferroviaire autour de la table. Je crois d'ailleurs qu'il y a un membre par organisation syndicale ici présent. Toutes mes excuses. Mais la filière ferroviaire, l'intérêt de la filière ferroviaire, c'est, vous savez, ce que je disais à mes collègues tout à l'heure, c'est un peu comme un orchestre symphonique. Un orchestre symphonique, c'est fabuleux quand il y a un chef d'orchestre. Aujourd'hui, nous avons tout un tas d'individualités qui sont performantes. Hein. Les collègues de Bombardier sont performants, les collègues de Thales, ils sont performants, les collègues de Siemens à Châtillon dans la signalisation, ils sont performants. Mais quand il n'y a pas de chef d'orchestre, on va où? Et aujourd'hui, le chef d'orchestre, c'est l'État. Et l'État, il a fait preuve quand même d'une grande absence depuis pas mal d'années. Et je ne dis pas depuis 6 mois ou 1 an, mais depuis des années. L'État, normalement, il doit coordonner l'activité ferroviaire de façon à ce qu'il n'y ait pas d'appel d'offres. On est sur des cycles industriels on n'est pas dans l'automobile, on est sur des cycles industriels qui sont relativement longs. Entre le moment où on se dit on va lancer un TGV du futur et le moment où on livre les premières rames homologuées, il se passe plusieurs années. Il se passe 3, 4, 5 ans. Hein, surtout quand on intègre de l'innovation. Hein. Aujourd'hui, l'État, il doit éviter qu'il y ait des creux de charge. Des creux de charge, que ce soit chez Siemens, chez Alstom, enfin chez tous nos collègues. Aujourd'hui, chez nos collègues de Valenciennes, nous avons 2 ans de creux de charge. Parce qu'il y a un trou dans tout ce qui est commande des métros. Alors qu'on sait très bien que la RATP, ils ont un besoin de renouveler leur flotte. Il y a des rames qui sont à bout de souffle à la RATP. Pour prendre la ligne 13 tous les jours, je peux vous dire que c'est plus du transport de public, hein, c'est du wagon à bestiaux. Donc l'État manque à son rôle de planifier, assurer une continuité de charge sur les sites industriels. Et encore une fois, je ne parle pas seulement d'Alstom, je parle de tous les sites industriels, y compris chez les sous-traitants. Donc ça, c'est sur la FIF. Et je terminerai par l'innovation. L'innovation chez Alstom, oui, il me semble qu'on a démontré par le passé qu'on était apte à avancer un certain nombre de projets innovants. Le bus électrique on l'oublie un petit peu, mais le train à 0 émission de carbone, le e-Lint, qu'on commence à vendre dans les pays scandinaves, dans les pays du Nord, c'est quand même quelque chose de formidable. La pile à combustible. On fait preuve d'une capacité d'innovation qui n'est pas démontrée. Alors oui, le rapprochement avec Siemens, certainement qu'il donnera à nouveau une impulsion à cette innovation, certainement. En conjuguant nos forces, oui, on devrait gagner quelque chose. Mais quel est l'impact social? Qui va tirer la couverture? Aujourd'hui, la couverture industrielle, excusez-moi, mais enfin, les Allemands, ils ont démontré une meilleure capacité à protéger leur industrie que la France. Vous le rappelez tout à l'heure, avec toutes les pertes qu'on a accumulées, les pertes d'emplois qu'on a accumulées pendant toutes ces dernières années. Voilà, je m'arrêterai là parce que je ne sais pas si mes collègues veulent compléter, puis après... Bien, merci. Joyandet, sénateur de la Haute-Saône et conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté. Je voulais juste savoir si vous aviez des informations sur le niveau des accords et des engagements qui ont été signés. Parce que moi, j'essaie de comprendre et de trouver et je n'y arrive pas. Est-ce qu'on est sur le plan juridique, est-ce qu'on est dans des accords qui sont définitivement signés, engagements totaux et irréversibles, accompagnés éventuellement d'indemnités au cas où ça ne se ferait pas? Est-ce que j'ai bien compris que l'Europe devait visionner cet accord-là? J'ai bien compris ça. Mais est-ce qu'on est vraiment dans un préaccord qui peut éventuellement être remis en question? Ou bien est-ce qu'on est dans un accord définitif? Auquel cas, nous, on n'a plus qu'à s'intéresser, non pas aux accords potentiels ou pas, mais à la stratégie industrielle pour la question de l'emploi sur notre site. Ou bien, est-ce qu'on doit aussi, dans notre mission, continuer quand même à s'intéresser à où est-ce qu'on en est réellement des accords qui ont été passés, qui ont, semble-t-il, été bénis par le gouvernement. Mais moi, c'est vraiment un sujet, me semble-t-il, qui est absolument capital pour qu'on sache où on en est. Pardon, merci. Hein. Tu as raison, c'est exactement ce qu'on a dit en introduction. Voilà, mais donc, pas du tout. Mais, alors, on demande un quart d'heure à chacun des FO maintenant.
Oui, si vous voulez. Je ne retire rien de ce que notre collègue a dit. On a une analyse quasi identique. On a très peu d'informations, effectivement, sur cette opération. Sur la forme, une fois de plus, on est mis devant le fait accompli, avec un projet quasi clé en main. Alors, vous nous demandez notre position pour ou contre ce projet, et il faut plutôt se demander si l'on peut être contre et à quoi ça servirait, puisque les deux entreprises semblent déjà d'accord pour s'allier. Les deux gouvernements principaux, allemands et français, semblent également d'accord. Et le tout avec la bénédiction de M. le maire, qui est également favorable à ce projet, puisqu'il a pu rencontrer les deux, enfin surtout Siemens, qui a donc signé un accord avec lui. Alors on nous parle de lutter contre la concurrence de CRRC. Alors moi ça me fait bien rire. Est-ce bien sérieux alors qu'Alstom travaille aujourd'hui avec CRRC? On est bien placé à Ornans pour le savoir, puisque la moitié de notre charge est partie en Chine, et c'est dans une joint venture, une entreprise avec CRRC, donc le fameux ogre chinois qui doit nous manger. Et que Thales, aujourd'hui, signe un mou avec CRRC pour lui fournir une signalisation qu'il n'a pas. Alors, est-ce qu'on est contre les Chinois et on essaie de se battre et d'être compétitif face à eux avec du matériel performant, ou est-ce qu'au contraire, on leur donne tout ce qu'il faut pour nous battre? Bombardier, Siemens ont fait des transferts de technologie en son temps vers les entreprises chinoises qui viennent aujourd'hui vouloir vendre ce matériel sur nos propres terres en concurrence directe avec nous. Alors Alstom n'a pas fait tout à fait la même chose, a préféré s'allier, créer des co-entreprises et donc garder un peu la main sur notre technologie. Mais bon, la technologie, elle est facilement copiable. Et puis, bon, les Chinois n'ont pas de leçons à recevoir de nous dans ce domaine-là. Alors, on sort de la vente d'énergie AGE, où l'on nous a expliqué tout le contraire, qu'on était suffisamment fort, qu'Alstom, vous allez voir, pure player, enfin, on nous a tout dit, et on serait les meilleurs. On se rend compte qu'il n'a pas fallu 5 ans pour nous dire exactement le contraire. D'ailleurs, à l'époque, Siemens avait fait une proposition de reprendre la partie énergie, mais également faire quelque chose au niveau du transport. On avait rencontré M. Kaiser. À l'époque, il nous avait même dit plus de choses qu'ils nous en disent aujourd'hui. C'est assez curieux. Alors, concernant les modalités de la fusion, elles sont plus que floues. Et le ministre qui les a évoquées devant l'Assemblée nationale ne nous a pas reçus pour échanger. On a été reçus par un de ses conseillers. Ce qu'il nous en a dit ne nous a pas spécialement confortés, parce que même ce que la direction nous a dit ne nous rassure pas plus. On sent que ces engagements, certes, ils semblent exister, ils semblent être dans un accord, mais quand on a un peu le détail, on se rend compte que finalement, Siemens fait une réelle annexion d'Alstom. Bon, ils vont avoir plus de 50% des actions. Au sein du conseil d'administration, ils auront 6 voix, alors que Alstom en aura que 5. Et donc, il y a ces fameuses 4 voix avec veto qu'on nous présente, où notre direction nous a expliqué que c'était sur un certain nombre de sujets, et pas sur tout, et que c'était d'abord sur un changement de périmètre, alors à la hausse, à la baisse, et puis pour des suppressions d'emplois de plus de 500 salariés. Alors vous vous rendez compte, ça laisse de la marge à Siemens pour faire ce qu'il entend pendant les 4 ans qui viennent. Donc il n'y a pas de garantie vraiment sérieuse sur le domaine. Et puis on n'a pas de garantie non plus avant le closing. Le closing, donc c'est le moment où la vente sera effective. On nous dit garantie pendant 4 ans à partir du closing. Avant le closing, les Allemands, nos collègues d'IG Metall, semblent avoir signé un accord pour préserver et les sites et les emplois dans leur pays, l'Allemagne. On essaie d'avoir la même chose au niveau français, voire européen. On a bien du mal à avoir une réponse favorable. En tout cas, on nous dit, mais vous vous rendez compte, on ne peut pas supprimer des emplois aujourd'hui, surtout dans le contexte. Je ne suis pas si sûr que ça ne se fera pas. On a plusieurs établissements qui sont en difficulté. On a parlé de Valenciennes,
Ben, si on continue comme on a commencé, vous avez vu que Belfort l'année passée est passé tout près du coup près. Nos collègues d'Etré, de Reichshofen, d'ici 1 an ou 2, seront dans la même situation. On a du mal à renouveler nos carnets de commandes. En tout cas, le plan de Belfort a permis de reculer l'échéance. Et moi, j'avais dit à Belfort à l'époque qu'il faudrait vite se pencher sur la suite parce que 2 ans, c'est très court. Et finalement, fin 2018, on va se retrouver avec la même problématique, avec des problèmes de charge sur plusieurs de nos sites. Alors, le mariage avec Siemens, là au milieu, ne va pas simplifier les choses, puisque, bon, forcément, il y aura des redondances. On a des produits similaires. Et puis, dès le lendemain, comme nous l'a dit notre PDG, dès le lendemain du closing, il faudra faire des choix. En répondant aux appels d'offres, ça sera soit avec du matériel Siemens, soit avec du matériel Alstom, on ne sera plus en concurrence. Et donc, suivant les choix qui seront faits, eh bien, on saura tout de suite quel est l'avenir de nos sites, puisque si bien sûr on ne répond pas à des appels d'offres avec des produits de certains de nos sites, on aura bien sûr des sites en difficulté et donc des effectifs qui vont continuer de décroître. Il faut savoir que depuis 2010, on a perdu 600 salariés ouvriers et il nous en reste péniblement 1500. On a encore 1000 intérimaires. Hein, bon. On a perdu 600 également agents de maîtrise, techniciens et administratifs. Donc là, il nous en reste un peu plus de 1000. La population cadre, qui est à peu près à 4500, reste stable. Et ça paraît stable comme ça parce qu'on a intégré un certain nombre de sites, comme Petit-Quevilly, la Défense, donc le parti signaling de GE qu'on a intégré également, Aix-en-Provence qui venait d'Areva. Donc, vous voyez, on prend des petites sociétés qu'on rajoute à la grosse société Alstom, et puis on nous dit, bah, vous avez un effectif qui est stable. Ce n'est pas si stable que ça. Et donc, on a de grosses craintes, nos effectifs continuent de descendre. Voilà ce que je voulais dire pour le moment. Merci. CGT. Bonsoir. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs les sénateurs, sénatrices. Je suis donc Boris Amorose, ingénieur cadre au siège d'Alstom et coordinateur adjoint groupe pour la CGT. Donc le mercredi 20 septembre, au cours du comité central d'entreprise ordinaire, notre direction, à l'ensemble des représentants, n'avait aucune annonce à nous faire. Et le vendredi 22 septembre, la direction d'Alstom confirmait à la presse qu'un rapprochement était en cours de discussion. Le mardi 26 septembre, notre direction réunissait son conseil d'administration pour lui faire entériner le plan de donation à Siemens des activités de transport d'Alstom. C'est-à-dire, hormis les co-entreprises minoritaires avec General Electric, les dernières activités du groupe Alstom, l'ancienne CGE, GEC Alstom, bref, tout cet historique de l'industrie électromécanique française qui a traversé le XXe siècle, prise comme un tout, un système. À nouveau, comme en 2014, les représentants des salariés et des organisations syndicales ont été sciemment tenus à l'écart, alors que les directions d'Alstom et de Siemens, avec les gouvernements, collaborent sur ce sujet depuis de nombreux mois, en lien avec les gouvernements allemands et français. Malgré une demande intersyndicale, nous n'avons d'ailleurs pas eu de rencontre avec Monsieur le ministre de l'économie sur ce sujet. Nous n'avons eu qu'une rencontre avec le conseiller industrie du ministre, ce qui n'est clairement pas à la hauteur de l'enjeu. Précisons au passage que la rencontre de Belfort, évoquée par le ministère, avait pour objet uniquement le suivi du plan de sauvegarde de Belfort de 2016. Nous sommes d'ailleurs demandeurs toujours des accords conclus entre Siemens, Alstom, le gouvernement français, le gouvernement allemand, protégeant, à ce qu'on nous dit, les sites français et allemands pour 4 ans après la fin du closing. Nous avons vu avec le cas d'Alstom Power, passé à General Electric, qu'il faut bien lire les petites lignes aux conditions du style « sauf changement des conditions économiques » ou « sous pénalité d'une sanction de tant d'euros par poste supprimé », pénalité qu'il est ensuite facile de provisionner. De plus, actuellement, Alstom a un carnet de commandes pour 5 ans, donc s'engager pour 4 ans n'est pas bien lourd. Mais certains signaux récents nous inquiètent déjà.
avec la fermeture du site de Preston en Angleterre, la fermeture des activités hardware dans l'établissement de signalisation de Rochester aux États-Unis, ou bien la filialisation de l'activité bus électrique de NTL en une nouvelle filiale, Alstom NTL. En 2014, la CGT estimait déjà que le groupe Alstom n'était pas à vendre. À l'époque, l'argument du PDG était de dire que le groupe avait un lourd endettement et qu'il n'avait plus les moyens financiers pour la partie énergie. Aujourd'hui, c'est celui de la concurrence chinoise qui justifie l'opération de fusion capitalistique avec Siemens, dans les médias notamment, en accord avec le gouvernement. Mais l'entreprise d'État CRRC, qui restera de toute façon plus grosse, n'est pas le premier concurrent d'Alstom. Ce sont plutôt des petits et moyens constructeurs, comme Škoda, CAF, Talgo, Nevag, Stadler, Hyundai, qui grappillent des parts de marché. CRRC est et restera un concurrent, de toute façon plus gros qu'Alstom, ou Alstom Siemens, que nous affrontons déjà sur nombre d'appels d'offres à travers le monde. Alstom et d'autres fabricants aussi gagnent fréquemment des contrats face à lui. Mais c'est aussi un partenaire dans plusieurs coentreprises. Un point important à considérer est que CRRC a un actionnaire stable et pérenne, à savoir l'État chinois, et dispose de possibilités financières à travers les banques chinoises. Certains constructeurs, comme Talgo, CAF ou Siemens, ont d'ailleurs aussi des solutions financières avantageuses avec certaines banques. Alstom, de l'autre côté, c'est, par exemple, hors dividendes réguliers, 5 milliards que nous donnons aux actionnaires, que nous brûlons même aux actionnaires avec les opérations General Electric et Siemens. Alstom est aujourd'hui un groupe solide. C'est une capitalisation boursière de 7,9 milliards d'euros, un chiffre d'affaires annuel de 7 milliards d'euros, un carnet de commandes important et de longue durée représentant 5 années d'activité, alors qu'il n'est que de 2 ans pour Siemens Mobility. La trésorerie est de 2 milliards d'euros. Le résultat opérationnel au 31 mars 2017 est de 5,8%, dépassant l'attendu à 5,5%. À ces atouts, il convient d'ajouter les compétences et les savoir-faire reconnus dans le monde entier, dans les différentes activités du secteur ferroviaire. Aucun problème technologique ou industriel majeur ne met aujourd'hui en difficulté la pérennité de l'entreprise. Nous n'avons pas de situation similaire aux turbines ABB défectueuses achetées par Alstom, ou bien de non-réalisation de techniques de contrats majeurs, comme par exemple Ansaldo Breda l'a connu avec certains de ses trains, comme les IC4 ou les Fira, avant d'être vendus à Hitachi. Dans ces conditions, nous attendons toujours de la direction une explication plausible à cette vente qui reste à nos yeux incompréhensible. La donation d'Alstom à Siemens n'est qu'une opération financière et capitalistique, favorisant les actionnaires à qui on promet 1,8 milliard d'euros. C'est d'ailleurs ce que nous a précisé la direction lors du CCE extraordinaire du 31 octobre 2017, c'est que les aspects industriels, technologiques, productifs, de stratégie industrielle, de R&D n'ont pas encore été abordés et ne seront abordés qu'après le closing. En 2014, le PDG d'alors nous parlait de coentreprise avec General Electric à part égale. On voit bien ce qu'il en est. C'était un rachat avec prise de contrôle totale. Cette année, c'est un mariage que le PDG nous vend. La division Mobility de Siemens serait autant absorbée par Alstom qu'Alstom serait absorbée par Siemens. En fait, le montage capitalistique est pourtant clair. Alstom Siemens devient tout simplement la filiale ferroviaire à plus de 50% du groupe Siemens, qui d'ailleurs verse 0 centime d'euro dans l'opération et qui aura le contrôle complet. Comme le ridicule ne tue pas, on veut nous démontrer qu'il s'agit d'un bon mariage. Le siège serait basé en Île-de-France, mais il peut très bien consister en un bureau de M. Poupart-Lafarge, avec une boîte aux lettres et un secrétaire. La cotation serait faite à la Bourse de Paris, ce qui ne change pas grand-chose pour l'activité réelle ou pour les actionnaires d'ailleurs. Le PDG serait maintenu, ce qui fait au moins un employé qui est sûr de conserver son emploi. Et il y aurait des administrateurs indépendants français, mais minoritaires, nommés par cooptation, Siemens gardant la majorité absolue des sièges. Et la dot, bien pour Alstom, elle est très lourde. Afin que les actionnaires d'Alstom vendent leurs actions, 1,8 milliard de dividendes leur seront offerts, dont 500 millions au principal actionnaire Bouygues. Et ceci financé par Alstom sur la vente d'éco-entreprises avec General Electric. En 3 ans, donc comme j'ai dit, les actionnaires d'Alstom auront reçu 5 milliards d'euros, dont 1,5 pour Bouygues. Et Siemens s'approprierait au passage les 2 milliards de trésorerie d'Alstom. Alors, sur l'opération dans le détail, aujourd'hui, à notre connaissance, c'est donc passé au conseil de surveillance d'Alstom et de Siemens. Il y a une
consultation en cours qui a été lancée au niveau européen avec des experts, avec d'ailleurs un accord de méthode qui a été signé par différentes organisations, mais pas la CGT, puisque nous n'avions pas confiance dans l'accord de méthode, ni sur le calendrier que nous estimions trop court, ni sur le contenu des informations qu'on aurait. Et effectivement, c'est ce que d'ailleurs toutes les organisations européennes, syndicales européennes sont en train de constater, c'est qu'effectivement nous avons très peu d'informations dans la data room. Et donc ce sera difficile de donner un avis consistant pour la date qui est prévue. Aujourd'hui, à notre connaissance, ce n'est pas encore passé aux antitrust, ce n'est pas passé en assemblée générale des actionnaires. Et il semble qu'il y ait un dédit si ça ne se fait pas, mais il sera certainement très inférieur aux 1,8 milliard d'euros que nous donnerions aux actionnaires. Quels sont les avantages pour Siemens ? En transférant ses activités matérielles roulant et signalisation pour une valeur de 18 milliards d'euros, Siemens ne sort aucun cash, 0 centime, et deviendrait majoritaire dans la nouvelle société à hauteur de 50,67% du capital. Pour Siemens, cette opération qui élimine un concurrent lui ouvre un marché public porteur, comme celui de la France, qui sera dans les années à venir, ce sont des chiffres unifiés, le pays avec la plus grande croissance de marché accessible au monde, avec le plus grand investissement européen actuel, qui est celui du Grand Paris Express, et un financement public estimé de 37 milliards d'euros d'ici 2025. Mais aussi dans le monde, avec des implantations importantes, en Europe, en Asie, aux Amériques, en Afrique, qui manquent à Siemens Mobility, puisqu'il est très resté concentré sur l'Allemagne et l'Autriche. Mais aussi un accès à des technologies, des brevets, des compétences reconnues. L'absorption des activités et des marchés de signalisation permettra à Siemens de devenir de loin le leader mondial dans ce domaine, de contrôler une grande part des compétences mondiales. Il est d'ailleurs prévu de placer le siège de l'activité signalisation du groupe à Berlin, avec derrière le risque de fragiliser l'emploi et la maîtrise technologie avec la vente des brevets, la pérennité des sites avec un impact sur l'ensemble du tissu industriel dans cette filière qui en 2014 était considérée par l'État comme stratégique pour la France. Pour la CGT, ce n'est pas une opération de fusion qui est la meilleure solution pour le redéveloppement de la filière ferroviaire en France et en Europe. Au-delà d'Alstom et Siemens en France, c'est un réseau d'entreprises et 64 000 emplois ferroviaires qui sont concernés. Je rappelle que la filière ferroviaire a été déclarée d'excellence par l'État. Nous sommes dans une filière qui a besoin d'investissement, qui a besoin de renforcer son appareil productif, qui a besoin de renforcer les compétences et de renouveler les effectifs. Aujourd'hui, Alstom investit à l'étranger. Aujourd'hui, certaines pyramides des âges chez Alstom France sont critiquement vieillissantes, notamment sur les effectifs ouvriers ou techniciens, qui, excusez-moi du peu, sont quand même importantes pour fabriquer les trains ou les composants. Le budget formation d'Alstom en France est fortement inférieur à ce qui se fait ailleurs, par exemple chez Siemens en Allemagne. Certains matériels productifs sont à bout de souffle. Il y a clairement un manque d'investissement productif. Et pourtant, nous en sortons parmi ce qui se fait de mieux au monde. Les métros ou les RER de dernière génération de la RATP, des motrices de TGV roulant à 320 km/h en service régulier. Nous sommes un des 4 fabricants au monde à faire ce genre de matériel. Ou bien des systèmes de signalisation ERTMS que même Siemens nous achète pour mettre dans ses trains. Par ailleurs, il faut avoir en tête qu'environ 70-80% de la valeur ajoutée est faite par les sous-traitants, les fournisseurs. Une énorme part est d'ailleurs faite à l'étranger. Aussi en interne Alstom, sur nos sites étrangers, les composants sont faits. On envoie vers, comme le disait M. Pillot, vers les sites chinois ou indiens les fabrications de composants Alstom. Nous pressurons nos fournisseurs. Nos concurrents font de même d'ailleurs, les mettant parfois en situation de péril. Certains ont déjà fait faillite pour des impayés, étant certes déjà en situation fragile. Les pourcentages d'achat sur les low-cost country, les pays à bas coût, visent à être maximisés sur les projets, sans pour autant que les équipements produits soient forcément au final moins chers à qualité équivalente. Et on se retrouve avec des équipementiers comme Saïra à Saint-Étienne, un des 2 fabricants de sièges français ferroviaires avec Compin, qui se retrouve à être acquis par KTK, un grand équipementier ferroviaire chinois, qui a d'ailleurs déjà annoncé l'extension de l'usine stéphanoise et l'installation de nouvelles machines. Pour la CGT, l'abandon d'un fleuron industriel comme Alstom n'est pas acceptable et est un contresens au regard des défis du transport des passagers et du fret nécessaires pour répondre aux questions environnementales et sociales.
La CGT s'oppose à cette opération qui favorise les actionnaires et vassalise l'avenir industriel. Le gouvernement est responsable, avec les dirigeants d'Alstom, de ce scandale qui mérite un débat national. Et nous remercions le Sénat d'avoir ouvert une mission d'information sur ce sujet. Rappelons d'ailleurs que l'essentiel, la quasi-totalité des commandes dans le ferroviaire sont issues de commandes publiques, que ce soit les mairies ou au niveau de l'État ou par les opérateurs. Ce que nous proposons, dans l'optique de renforcer ce fleuron industriel national, mais aussi européen, qu'est Alstom, mais aussi de renforcer la filière ferroviaire, s'articule en 5 axes, que nous appelons plan B. Celui-ci a l'avantage de proposer une vision industrielle, une stratégie pour l'activité, là où le projet de donation d'Alstom à Siemens se contente aujourd'hui d'absorber des aspects purement financiers, des aspects purement financiers et capitalistiques. Premièrement, l'État devient actionnaire par le rachat des actions de Bouygues, qui cherche à se retirer du capital, pour une valeur de 2,2 milliards d'euros. Il deviendra ainsi un actionnaire stable et de référence. Deuxièmement, est créé un groupement d'intérêt économique entre Alstom et Siemens dans un premier temps, voire avec Bombardier ou CAF, qui est présent à Bagnères de Bigorre. Ce GIE, de dimension européenne, serait adossé à un plan de développement de projets importants, de projets innovants, par contre, que ça passe par les modes d'alimentation, que ce soit l'hydrogène ou d'autres modes d'alimentation, la révolution numérique, les trains autonomes, enfin plein de projets innovants, permettant un saut technologique et la relance de formation et d'emplois qualifiés autour d'un plan d'investissement partagé et de recherche commune. Chaque société s'y inscrirait dans un cadre stratégique commun sur plusieurs années, axé sur la coopération et non sur la rentabilité financière à court terme. Ceci permettra, et c'est essentiel, aux fournisseurs, équipementiers et petites et moyennes entreprises de pouvoir s'impliquer dans un écosystème maîtrisé par l'ensemble de la filière, chaque société gardant sa maîtrise de gestion sociale et commerciale. Le voici, ce que vous parliez d'un Airbus, d'un EADS, c'était ce point-là. C'est l'essentiel. Troisièmement, le niveau européen et les gouvernements s'engagent pour définir un plan d'aménagement du réseau du transport ferroviaire, tant passager que fret. Des éléments existent déjà, avec les corridors européens de fret par exemple. Il convient de les développer. Ceci pourrait s'articuler avec la création d'un pôle public européen des opérateurs du transport ferroviaire. Quatrièmement, un plan définira également les besoins futurs entre les différents acteurs, qu'ils soient opérateurs, autorités de transport ou constructeurs, dans les différents domaines du ferroviaire, qu'il s'agisse du TGV, du fret, du grande ligne, de l'interrégional, au niveau des mégalopoles ou bien de l'urbain, à court, à moyen, à long terme. Les prévisions de l'UNIFE soulignent que la plus grosse part de croissance pour les années à venir dans l'activité ferroviaire sera en Europe de l'Ouest, et notamment en France. Enfin, auront lieu des assises du ferroviaire en France et un plan stratégique pour le développement des capacités industrielles et du transport sera initié, en lien avec la COP23 qui s'est tenue à Bonn. Une vision industrielle, d'emploi, d'investissement, de recherche et de projets innovants est absolument nécessaire pour des besoins futurs dans le cadre de la transition écologique et énergétique. Je vous remercie. Merci. CFDT. Merci, Monsieur le Président. Merci le rapporteur ainsi que l'ensemble des sénatrices et sénateurs qui sont autour de cet hémicycle. Nous, à la CFDT, on n'est pas effectivement encore dans un plan B. Par contre, sur l'Airbus du ferroviaire, c'est pas du tout ça. Ce qui est en fait, c'est simplement une fusion-absorption. C'est Alstom qui absorbe Siemens Mobility, qui est encore une société qui n'est pas encore créée chez Siemens, qui va le faire durant 2018. Mais en fait, à la finale, c'est quand même, on donne les clés de la boutique de ce qu'on va créer pour donner ça à Siemens et on sera une filiale. Donc on sera une société assez grosse, hein, effectivement, 60 000 personnes qui seront dedans, normalement. Et le groupe Alstom disparaît, se dissout complètement dans cette société-là. Je pense que ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose pour l'industrie française. Je pense que l'État ne nous répond pas, ne nous reçoit pas, ne veut pas nous écouter, ne veut pas discuter avec nous. On n'a pas d'informations de l'État sur la projection industrielle de ce qu'ils veulent faire sur le ferroviaire en France, mais aussi en Europe, aussi bien pour l'énergie, puisque Alstom aujourd'hui, c'est OK,
le transport, mais il n'y a pas que le transport. Il y a encore des co-entreprises dedans qui sont sur l'énergie. Et je pense que c'est important de parler du renouvelable, hein, qui est les éoliennes, qui est le solaire, qui est des grosses productions hydrauliques. Je pense que là, il y a un grand marché européen qui est devant nous. Il y a un rétrofitage qui est fait pour les rénovations de toutes ces centrales hydrauliques en France et en Europe. Pour quelle raison? Aujourd'hui, l'État est très muet et il ne veut pas discuter avec Alstom, il ne veut pas discuter avec les représentants syndicaux tels qu'on est. Ça, c'est le premier point. On n'a pas d'information de l'État et je pense que c'est là le bas qui blesse. OK, il peut y avoir un plan B pour moi, pas de problème. Mais on ne sait pas la teneur des accords qui a été fait entre l'État et Siemens. Il y a des choses, c'est mis dans la data room ce jour, il n'y a pas très longtemps, il y a 2 jours. Ce n'est pas si vieux. Nos experts regardent ce qu'il y a dans la data room. Ils nous disent, bah oui, l'accord est tombé dedans, mais c'est un accord auquel on ne peut pas vous donner les informations. On peut donner simplement une tendance, savoir si c'est un bon accord ou un mauvais accord. Aujourd'hui, la tendance, ce n'est pas un si bon accord, puisque c'est très très sourd. On a très très peu d'infos. Donc ça, c'est vraiment le bas qui blesse, c'est ça. Ensuite, je ne vais pas répéter tout ce que mes collègues ont dit. Je pense qu'ils ont tout à fait bien fait la synthèse de ce qui se passe aujourd'hui. Tant qu'on n'a pas le feu vert de l'État de ce qu'il veut faire sur l'industrie française, moi, je ne peux pas vous en raconter beaucoup plus de l'état actuel. On n'a pas d'informations au niveau France. Alors là, c'est encore plus flagrant. Au niveau Europe, mes collègues européens de Suède, d'Espagne, d'Angleterre, auxquels il y a un plan social actuellement, ils n'ont pas plus d'informations que ça. Quand on rencontre Siemens hier soir pour nous dire, alors en plus c'était le board, hein, c'était pas n'importe qui, c'était le numéro 1 au niveau de l'innovation, on va dire ça comme ça, c'était la numéro 1 au niveau RH de Siemens, le groupe AEG, hein, c'est pas Siemens AEG, hein, c'était pas n'importe qui, c'était, à nos questions, c'était un revers de claque et puis terminé, rien à voir. On sera les maîtres du monde dans l'histoire du ferroviaire France et européen, point. Donc c'était la douche froide. Donc tout ça, ça ne nous donne pas un climat très très positif pour donner un avis le 18 janvier européen, pour ensuite donner des avis français sur la suite. Franchement, ça va être très délicat. Donc on est un peu dans le bras de fer avec eux, avec la direction, pas d'Alstom, avec la direction pratiquement de Siemens, indirectement, puisque il ne veut pas nous écouter. Et l'État français là-dedans, qu'est-ce qu'il fait? On ne sait pas. Donc on a du mal à vraiment connaître la teneur de ce qui est dans cet accord, parce que c'est un accord un peu européen quelque part. Hein. C'est un accord on pourrait dire que c'est le ferroviaire européen qui est dans la balance, sauf que, qu'est-ce qu'il y a dedans? Quels sont les compromis, les remèdes qu'ils veulent mettre? Quelles sont les choses qui sont mis en avant et qui peuvent être dangereuses pour les emplois en France ou en Allemagne ou dans le reste de l'Europe, quelque part. Hein. C'est tout ça qui est dans la balance, mais on n'a pas beaucoup d'informations. C'est ça qui nous manque. Ensuite, c'est purement capadistique aujourd'hui. Hein. C'est vraiment... le groupe va aller très bien. Le groupe, depuis 2 ans, s'est relevé de la tête. Le groupe a été recréé en 2016, quelque part, puisque c'était que le secteur transport qu'on avait. Le transport était tout seul, donc avec ses co-entreprises qui étaient en couverture avec EGI, certes, mais donc Poupin Lafarge, notre président directeur général de la société, a fait quoi? A recréé un groupe Alstom. Et aujourd'hui, un peu dans la précipitation, comme ça a été dit, effectivement, on saute sur l'occasion, un peu forcé au forceps par l'État français, quelque part, puisque dès qu'il a été élu notre président de la République aujourd'hui, 2 jours après, il était chez Anglag, chez nos amis allemands, pour discuter certains deals, certainement, pour la suite et le devenir au niveau de l'Europe, pas que du ferroviaire, c'est tout à fait clair, mais au moins il y avait ça dans la balance. J'ai posé des questions au ministre, directement et puis indirectement par un mail que j'ai fait directement au secrétaire sur la partie industrielle qui le conseillait, qui le suit. C'était quoi? C'était le projet de fusion-absorption de Siemens Mobilité par Alstom. C'était ça la question qu'on voulait discuter. C'était le contenu de l'accord franco-allemand entre les 2 sociétés Siemens, Alstom et l'État. Il y a certainement 2 accords qui circulent, mais on ne connaît pas la teneur, et s'il y en a vraiment 2. Les gouvernances prévues de la future société Siemens Alstom SA entre l'État, Alstom, Siemens AEG, parce qu'on a un niveau, Siemens AEG, c'est un ensemble de grosses sociétés, hein, c'est un CA de 80 milliards, c'est pas rien. Le mobilité de Siemens, y compris Alstom dedans, c'est que 10% après. C'est pas la même chose. Donc tout ça veut dire qu'on est dans une balance où on n'est pas à l'équilibre du tout, aussi bien au niveau de l'information qu'au niveau de la société qui va être créée. On perd la notion groupe quand on va atterrir chez Siemens. Hein. On passe de groupe Alstom, avec transport et ses co-entreprises, à quelque chose qui est Siemens Alstom SA, qui est une grosse filiale qui va s'accrocher chez Siemens AG. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur cette partie-là. Sur la suite, il y a la partie ferroviaire et la filière ferroviaire, c'est M. De Cara qui va vous parler.
Oui, bonsoir, bonsoir tout le monde. Donc, je m'appelle Patrick Decara, donc je suis délégué syndical au siège social d'Alstom et je suis également le représentant, mais pour la CFDT, au comité stratégique filiale ferroviaire. Donc, merci Monsieur le Président Chatillon, merci Monsieur Bourquin, merci Mesdames et Messieurs les sénateurs d'avoir organisé effectivement cette mission concernant Alstom et la stratégie industrielle du pays. En préambule, si vous voulez, en guise d'introduction, je ne parlerai pas longtemps, j'aimerais insister sur 3 messages forts. A-t-on un État stratège ou non? Premier point. Deuxième point, y a-t-il vraiment une volonté de conserver les savoir-faire de la filiale ferroviaire? Ces savoir-faire, dans bien des sites, ils représentent un centenaire d'expérience. Et le troisième message, doit-on considérer que la filiale ferroviaire est une réponse à la transition écologique? Ces 3 messages forts que je vous adresse, ces 3 messages en fait, qui guideront en fait, mon intervention que je vais vous faire. En fait, pour reprendre les propos de mon collègue et ami Claude Mandard, qui vous disait n'avoir pas suffisamment d'éléments de réponse pour répondre aux questions que vous avez donc citées en introduction, je vous dirai, moi, que nous avons suffisamment d'éléments pour être inquiets. Et quand je dis que nous sommes inquiets, je ne parle pas simplement des salariés d'Alstom. Je parle également des sous-traitants. Il faut savoir qu'un salarié d'Alstom fait travailler 3 salariés en direct, et je ne compte pas tous les salaires indirects. Nous sommes très inquiets. Alors pourquoi sommes-nous très inquiets? Tout simplement qu'en termes de stratégie, et je pense que le point du problème il est là, c'est la stratégie industrielle, nous savons, comme vous l'avez rappelé, Monsieur Bourquin, que nous allons avoir de grandes échéances ferroviaires au début des années 2022. Sans être exhaustif, je citerai le TGV du futur, le RER nouvelle génération qui certes a été gagné par le consortium Alstom-Bombardier mais qui prendra vraiment son envol en termes de production à partir des années 2020. Je citerai également le nouveau marché des TET. Les TET, c'est les trains d'équilibre du territoire et donc c'est ces trains qui vont remplacer l'ensemble du parc Corail. Je citerai également tous les projets d'infrastructure du Grand Paris. Je mettrai en annexe les projets qui vont s'ajouter suite à l'obtention des Jeux Olympiques de 2024. Et pour être complet, je citerai également le renouvellement du parc de la RATP, de l'ensemble des parcs de métro qui devraient intervenir dans les années 2020. Donc comme vous le voyez, nous allons avoir de grandes échéances au début des années 2023. Donc la question est, est-ce que en fait Alstom et ces sites pourront répondre à toutes ces commandes? Eh bien, la question n'est assurément pas assurée. Alors pourquoi elle n'est pas assurée? C'est là qu'effectivement qu'intervient le dossier Alstom-Siemens. C'est que, si vous voulez, nous avons rencontré récemment, comme l'ont dit mes collègues, non pas le ministre, mais un de ses conseillers, qui nous a fait état de 3 accords en cours, enfin 2 plutôt, et nous en y avons rappelé un. Donc il y a un premier accord entre l'État et Alstom. J'y reviendrai. Il y a un deuxième accord entre l'État et Siemens. À dire vrai, aucune information sur cet accord. Et via le comité de groupe européen, nous avons appris qu'il y avait encore un accord, si je puis dire, avec Siemens et IG Metall, le principal syndicat allemand. J'attire votre attention qu'en fait que la position de IG Metall en termes de syndicalisme est beaucoup plus forte en Allemagne qu'elle ne l'est avec nous en France. Alors pourquoi nous sommes inquiets? Parce que si on se prend uniquement à l'accord entre l'État et Alstom, il peut se résumer en deux points. Aucune fermeture de site 4 ans après le closing et aucun départ contraint. Soit. Mais si nous nous replaçons dans la problématique Belfort, je suis heureux effectivement qu'il y ait des collègues qui représentent ce site-là. Il y a 1 an, on a failli fermer le site de Belfort. Pourquoi? Parce que l'activité, en fait, n'avait plus de commandes pour les
les motrices de TGV et pour les fret. Et la direction voulait garder que l'activité de service. Actuellement, bon, je ne vais pas rentrer dans les chiffres exactement, mais on va dire qu'il y a 400 personnes qui travaillent plus ou moins pour le matériel roulant, c'est-à-dire les locomotives et le fret, si tant est qu'il y ait des commandes, et 100 personnes qui travaillent pour les services. Je vous ai dit tout à l'heure qu'effectivement qu'il y avait des grandes échéances à partir de 2023, mais il n'en demeure pas moins qu'il va y avoir un creux de charge à partir, on l'estime, des années 2020. C'était justement donc là, effectivement, comme l'a rappelé M. Pillot, l'objectif du gouvernement précédent de donner un ballon d'oxygène pour permettre à Belfort de combler ce creux de charge. Or, en fait, sur ces 3 promesses tenues par l'État, une seule a été réellement tenue, c'est celle des 15 TGV français. Les 6 TGV italiens, donc on les a perdus de vue, et donc les 20 locomotives de secours, donc il va y avoir un appel d'offres, ok, on va le gagner, on va tout faire pour le gagner, donc ça ok. Mais donc, si on arrive effectivement à l'échéance de 2020, en plein, je veux dire, accord de fusion entre Siemens et Alstom, on peut très bien entendre un discours qui dit, bon ben, je suis désolé, on va pas fermer le site de Belfort, mais on va faire un plan de départ volontaire pour 400 personnes qui font le matériel roulant et les motrices, et voilà, on va continuer comme ça. Et donc là, sur ce point-là, qui me contredira? Qui me dira non, nous allons garder les activités de matériel roulant et de locomotive de fret à Belfort? Pour l'instant, personne. Personne ne m'a contredit sur cet argument. Donc voilà, je vais en fait donc maintenant laisser la parole effectivement aux sénateurs, sénatrices. Mais donc je résumerai mon inquiétude en disant que les accords actuels, du moins la façon dont nous les connaissons, ne nous rassurent pas du tout quant à la pérennisation de la filière ferroviaire pour justement faire en sorte que la filière ferroviaire soit une réponse à la transition écologique. Merci. On vous laisse 3 minutes. Ça va? Qu'ensuite les Merci, sénateurs. Monsieur le Président. Merci à tous de cette audition. Je voudrais apporter quelques précisions, soit des arguments, soit des chiffres qui viennent, je dirais, des discussions qu'on a eues en comité central d'entreprise ou en forum européen, donc les représentations des salariés. Et j'essaierai de répondre aussi à la question du sénateur Joyandet sur l'état du contrat. Actuellement, il y a un Memorandum of Understanding qui est engageant pour Siemens parce que Siemens a déjà négocié avec ses syndicats un accord, c'est le fameux accord Siemens-IG Metall, et parce que c'est la cogestion allemande qui l'impose. Et il n'est pas strictement engageant pour Alstom, qui devra confirmer dès lors que le CCE, enfin le Forum européen et le CCE auront donné leur avis sur le principe de la fusion. Avis qu'il soit négatif ou positif, la direction peut marcher dessus. De toute façon, il suffit qu'on ait donné un avis. Et à ce moment-là, ça sera engageant. Et les deux parties signeront un nouveau document qui sera le BCA, qui lui sera complètement contractuel. Pour l'instant, si on revient sur cet accord, je crois qu'il y a une pénalité. Alors de tête, je dirais, c'est de 140 millions d'euros pour celui qui se dédie. Merci beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est. Ensuite, je voudrais vous donner quelques précisions. Le contrat qui est entre l'État français, que l'État français a signé, il est avec Siemens. Parce qu'ils savaient très bien que Siemens devenant majoritaire, c'était avec eux qu'il fallait négocier. Donc Alstom, évidemment, est associé, mais la signature, c'est entre Siemens et l'État français. Les clauses qui sont dedans, à notre avis, pour ce qu'on en sait, elles sont interprétables. La preuve, c'est que quand on questionne le ministère qui dit, lui, non, mais les clauses sociales sont non discutables, et quand on discute avec notre direction, on dit non mais attendez, si l'économie change, nous on fera ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on s'adapte. Et je vous donne un exemple d'adaptation, et c'est donc le deuxième point que je voudrais traiter, c'est quel est l'engagement de l'État à partir du moment où il a renoncé à rentrer au capital. Et on nous a répondu au ministère, vous avez la commande publique. Malheureusement, cette commande publique, elle n'est pas strictement engageante, et je vous explique pourquoi. Les négociations, des fois, traînent, donc ça peut faire des trous de fabrication. Nous, un temps d'inertie pour la fabrication, c'est 3 ans. Je veux dire, ça se discute bien longtemps avant. Pour l'ingénierie, c'est plus souple, c'est 18 mois.
Mais il faut voir aussi quel marché on adresse réellement. On adresse, nous, sur les sites français, voire européens, que la commande française ou la commande européenne. La part d'export, elle a baissé à 40% de notre chiffre d'affaires. Donc on n'est même plus dans les offres sur les grands exports. Nos coûts sont considérés comme trop élevés. Donc pour baisser je dirais, le mécanisme qu'on vit actuellement, c'est un passage de l'étiage. On a beau avoir un carnet de commandes de 4 ans ou 5 ans au niveau mondial, au niveau français, c'est une sorte de passage d'étiage où on constate le compactage de tous nos sites pour que les frais ou les pertes soient minimales. Mais en réalité, c'est l'inverse d'un investissement. Puisque demain, comment est-ce qu'on va redémarrer? C'est la grosse question. Tous ces gros tickets qui arrivent, eh ben, il faut y répondre. Et normalement, avec une fabrication française. Seulement, la question de la garantie de la commande nationale, elle n'est pas si forte que ça. Quand on pose la question au ministère, ils nous disent ben oui, mais la SNCF est endettée, donc il faut qu'ils achètent au moins cher. Et à ce moment-là, la réponse de la direction sera ben de toute façon, pour fabriquer moins cher, il faut fabriquer plus en Pologne, il faut fabriquer plus en Inde, il faut fabriquer plus en Chine. Donc notre part, nous, de fabrication, elle est amenée encore à se réduire. Donc pour nous, c'est un phénomène qui est déjà actif et qui, avec la fusion, va probablement pouvoir continuer, parce que les termes de l'accord ne sont pas si protecteurs que ça, en réalité. Ils sont assez interprétables. Ensuite, il y a des chiffres sur les termes de la fusion qu'il faut connaître. Quand on regarde le capital, la valorisation des deux activités, c'est pour la mobilité Siemens plus l'attraction et enfin tout ce qui agrège pour en faire une société séparée et venir la faire rentrer dans Alstom, c'est valorisé à 61% du prix. Et l'activité Alstom, c'est valorisé à 39%. Et la différence est prise justement sur le capital disponible qu'on appelle le cash flow, mais qui est dans Alstom. Et donc Alstom cède une partie de la valeur du groupe pour une activité ferroviaire qui n'est valorisée qu'à 39% du total. Donc ça vous donne le poids relatif. Et je faisais un rapide calcul qui est peut-être faux parce que je n'ai pas tous les chiffres de Siemens, mais si on prend le poids des pays français et allemands, quand on fait la totale des deux sur les deux groupes, on aurait 25% du personnel en France et 40% en Allemagne. Donc vous avez la décision financière qui est en Allemagne, vous avez un poids de business qui est a priori plus fort, évalué plus fort financièrement pour l'Allemagne, et vous avez des personnels qui sont plus nombreux en Allemagne. Sur les perspectives, alors on peut se dire, en termes d'investissement, on sait rebondir, on sait innover. Oui, on a évidemment des tendances naturelles à le faire, mais ça appelle des investissements. Et des filialisations de nouvelles activités, c'est aussi pour appeler d'autres investisseurs, parce que le schéma là, on arrive à un groupe qui finalement ne sera pas endetté, mais il n'aura pas de cash en réserve avec la fusion. Donc on va continuer à être stressé pour sortir du cash plutôt qu'à dégager de l'argent pour investir. Et je dirais, nous, en période d'innovation, même la R&D fera partie des facteurs de synergie. Donc ça, c'est pas pour nous inquiéter, je veux dire. Donc, alors certes, on peut faire les choses plus intelligemment, mais nous, ce qu'il faudrait, c'est qu'à ce moment-là, il y ait une révolution d'innovation qui nous permette d'augmenter très fortement nos activités dans le digital. Mais prenez le cas de Siemens, dans le digital, ils sont bien plus nombreux que nous, notamment sur la signalisation, et leur division de l'usine du futur, la Digital Factory, elle n'est pas associée pour l'instant à cet accord de fusion. Donc on sera dépendant du bon vouloir à appliquer à leurs filiales des technologies qu'on cherche aussi à acquérir par des associations. Voilà, je voulais donc dire que nous, on reste inquiets. On a comparé par rapport à d'autres solutions. C'est la meilleure solution pour Siemens. La seule solution alternative de fusion-acquisition qui aurait été française et qui aurait donné une autonomie, elle passait certainement aussi par un maintien au capital et elle associait probablement Bombardier, Alstom et Thales. Et Thales, ça ne s'est jamais fait. Il y a toujours eu un interdit, donc on n'a jamais pu envisager cette hypothèse. Écoutez, merci. Voilà, j'ai peut-être pris plus que 3 minutes, donc j'arrête là. Merci à vous tous pour votre éclairage. Je crois que les éléments que vous nous apportez sont
était indispensable au questionnement que nous nous posions. Je pense qu'un certain nombre de questions, on se les posait nous aussi, mais d'autres également, et d'autres initiatives, nous tenons à les saluer et vous dire combien on va être attentif sur ce dossier. Je dirais aux membres de la commission qui sont là qu'on va discuter entre nous sur les opérations. Je crois que c'est plus simple pour avoir, entre-temps, je l'espère aussi, les réponses des dirigeants. Et nous verrons si on revient vers vous. De toute façon, on y reviendra avant la fin de notre mission, c'est-à-dire au moment où nous aurons véritablement les éléments qui nous permettront, je ne dis pas de conclure, mais au moins d'analyser correctement ce qu'on n'est pas dans la capacité de faire aujourd'hui. Voilà. Bon, ceci étant, si 2, 3 sénateurs ou sénatrices veulent poser une question, ensuite vous vous répartirez les tâches pour répondre. Mais on va le faire assez court parce que je crois qu'on a maintenant bien enregistré tout ce que vous nous avez dit. Vous avez été très complet. Et voilà, mais je ne veux pas empêcher tel ou tel de poser une question s'il le souhaite. Monsieur Bigot. Oui, Jacques Bigot, sénateur du Bas-Rhin. Une question très, très brève. Mais d'abord, vous remercier de toutes vos informations. Mais chaque fois qu'on a travaillé sur les problèmes d'Alstom, on s'est rendu compte que nous, les élus, nous avions besoin de rencontrer les organisations syndicales et que nous avions des informations par votre biais. Et que, par contre, souvent, nous ne les avons pas, ni de l'entreprise, ni du gouvernement, quel qu'il soit d'ailleurs. Moi, la question toute simple, vous parlez d'un protocole d'accord entre IG Metall et Siemens. Quelles sont vos relations avec IG Metall, qui est quand même une organisation syndicale, on est en Europe, et parallèlement à IG Metall, qui est un syndicat unique, comment est-ce que vous vous organisez en intersyndical pour essayer d'avoir le poids que peut avoir IG Metall face à Siemens? Bonjour, Benoît Bourlier, Alstom Villeurbanne. Donc justement, on a eu du mal à établir des contacts, soit via le Forum européen, soit via nos confédérations. Et donc demain, nous aurons une première réunion à Francfort avec donc des collègues d'IG Metall pour échanger pendant 2 heures, et une réunion qui est prévue aussi mi-janvier. Donc on espère pouvoir échanger avec ces représentants et avoir une meilleure vision, parce qu'on dit oui, Siemens a signé un accord avec IG Metall, l'organisation en fait en Allemagne est bien différente de la nôtre, et donc de fait de rencontrer nos homologues à Francfort et après à Bruxelles permettra un peu de découvrir un peu plus de choses. Je pourrais compléter simplement qu'effectivement demain on va rencontrer IG Metall, qui est donc un syndicat fort chez Siemens. Donc on veut avoir des réponses par rapport à l'accord qu'ils ont signé avec Siemens et IG Metall, voir un peu le contenu. On a des éléments puisque nos amis de la CGT ont pu discuter avec IG Metall et avoir effectivement en allemand, je dirais, une trace de la signature de cet accord. Donc c'est intéressant d'avoir maintenant de vive voix la réponse d'IG Metall par rapport à nos questions et leurs questions aussi. Il y a les gens de Siemens qui vont pouvoir venir là-bas discuter, de France d'ailleurs, qui vont pouvoir discuter. Mi-janvier, c'est pas que IG Metall, mi-janvier. Mi-janvier, c'est Industrial, c'est-à-dire que c'est un chapeau supplémentaire au-dessus de tout ça pour essayer d'avoir au niveau européen l'ensemble des syndicats pour discuter sur ce montage Siemens-Alstom, auquel on veut avoir des informations, auquel cas ça a été compliqué d'avoir avec Industrial cette réunion. On l'a demandé depuis pratiquement septembre. Dès que le plan s'est mis en place, on s'est dit, là, c'est un problème européen. Donc, tout de suite, il faut interroger avec Industrial. Industrial a essayé. C'est vrai que IG Metall a été un petit peu sourd d'oreille au début. Pourquoi? La réponse a été donnée cet après-midi, en fait, ce matin, par Industrial, qui était invité à notre forum européen ce matin. Elle nous a dit clairement, cette personne, que IG Metall avait un gros souci aujourd'hui à traiter en Allemagne, notamment. Ils avaient 2 plans sociaux lourds de 6 000 et 6 900 personnes à traiter. Donc c'est pour ça qu'ils avaient mis un petit peu en retard, si je puis dire, les réunions qui pouvaient être faites avec IG Metall et puis les gens d'Alstom. Voilà, c'était une précision à faire. Alors, soyez gentils de nous informer au fur et à mesure des évolutions auprès de Martial Bourquin pour que nous puissions suivre également l'évolution de l'extérieur et savoir ce qui va se passer ou ce qui se passe. Oui. Oui, excusez-moi, je reprends la parole, mais c'est pour indiquer aussi quelle est la raison des plans sociaux de Siemens. Elle est double. Il y a des retournements de marché sur l'énergie,
Mais il y a aussi des critères de rentabilité de filière où le groupe demande à ce que la rentabilité soit supérieure à 8%. Si vous prenez le matériel roulant, c'est difficile à atteindre. Si vous prenez la signalisation, c'est naturellement plus facile. C'est ça qui tire le bénéfice actuellement de toutes les activités de mobilité. Mais les activités, pour nous, à 4 ans de perspective, est-ce qu'elles ne seront pas filialisées différemment, notamment parce que Siemens pourrait décider de matériel roulant, c'est pas assez rentable, donc on s'associe autrement. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que la position d'IG Metall, elle est quand même assez ambiguë, puisque au début du processus, nous avons eu un courrier d'IG Metall qui a été adressé à nos fédérations, qui, en gros, faisait l'éloge de ce projet, quoi, en disant, oui, ça va permettre de construire un groupe fort. Enfin, il y avait que du bon, quoi. Mais pourquoi? Parce que préalablement à l'annonce qui a été faite, eux avaient déjà négocié des garanties en termes d'emploi, en termes de maintien d'implantation industrielle. Alors nous, évidemment, quand on nous annonce une discussion avec Siemens, premier réflexe, c'est qu'on est vachement prudent, surtout quand on sort d'un rapprochement avec GE qui nous promet création de 1000 emplois nets, et puis où on parle de plans sociaux à tour de bras. Donc la position d'IG Metall, mais c'est de par leur mode d'organisation, le mode de relation sociale, il est beaucoup plus... Il y a une espèce de cogestion, enfin c'est même de la cogestion, qu'on n'a pas en France. Et donc, de ce fait, les relations initiales avec IG Metall ont été plutôt... on avait un peu le sentiment qu'ils étaient fuyants. Alors, demain, on en saura un peu plus, mais c'est vrai qu'au départ, c'était pas évident. Oui. Oui, moi, c'est une question. Avec la loi antitrust, vous allez être auditionné et votre avis sera décisif. Hein. Écoutez, moi, je vais vous donner un exemple. Hein. Je vais vous donner un exemple. Forcia a vendu à Plasticomium. Par exemple. Je suis du pays de Montbéliard. Hein. Forcia. Hein. Ça, tout le bloc avant. C'est passé devant la Commission européenne. Et la Commission européenne a refusé 22 sites. Ça veut dire quand même que vous avez un certain pouvoir encore, et surtout l'échange qu'il y a eu et la négociation qu'il y a eu entre IG Metall et l'État allemand, il doit y avoir au minimum la même chose en France. Moi, quand le ministre est venu ici, quand j'ai posé la question d'actualité, je lui ai dit « Les syndicats veulent vous rencontrer, rencontrez-les ». Il m'a dit « Oui, je les rencontre ». Mais ce n'est pas par un membre de son cabinet. Vous devez avoir, mais c'est le minimum des choses, et pas seulement sur 4 ans, une assurance sur la pérennité des sites et des emplois. Sur la question de la recherche-développement, est-ce que demain les sites français seront des sites de pur assemblage? Il y a des vraies questions qui se posent avec une acuité particulière. Parce que tout à l'heure, je crois que c'est vous, M. Amoros, qui avait dit Siemens Mobility, je regardais, c'est 8,8 milliards en cotation en bourse. Alstom, je n'avais pas tout à fait les mêmes chiffres, c'est 7,4, mais ça peut être pour 0 euros, hein, on prend la direction d'Alstom. Et c'est quand même un changement énorme. Et là, sur une question comme celle-là, au moment de cette audition, vous aurez ces auditions. Moi, j'ai vu, j'étais en relation avec les syndicats de Forcia sur ces questions. Vous allez avoir un impact. Avant cette négociation-là, vous devez demander à l'État la même chose qu'ont eu les Allemands. Quel est un minimum de vision sur la filière et les sites
Les Allemands l'ont eu, pourquoi vous ne l'auriez pas? C'est une question que je vous pose. Hein. Je crois que c'est une égalité de traitement justifiée. Et par ailleurs, la vraie question qu'on peut se poser, nous, au-delà d'Alstom, et donc qu'on va se poser avec toi très rapidement, c'est comment est gérée l'Agence des participations de l'État? Qui décide, qui fait quoi? Et si, en fonction des gouvernements successifs, on change de braquet ou au contraire, on limite la progression ou on veut céder des participations, il faudrait que les choses soient clairement affichées pour que nous le sachions tous. Et lorsque je dis nous le sachions tous, les élus qui sont en principe en charge du contrôle de l'État. Oui, je me permets de réagir justement sur le fait de cet engagement de l'État. Donc bien entendu, nous dénonçons le fait que l'État ait renoncé, donc, comme il était possible, à prendre la participation des actions Bouygues. Et ça, nous le regrettons de manière, je veux dire, nous n'avons pas de mots, quoi. Même les salariés sont déçus dans les sites. En fait, pourquoi? Parce que je parlais il y a un an de l'épisode Belfort. Mais ce qui nous avait un peu aidé au Belfort, c'est qu'effectivement, il y avait 2 personnes de l'État au conseil d'administration. Et nous avions utilisé ce levier pour dire non. Belfort fait partie du patrimoine écologique de la filiale ferroviaire. Belfort a un avenir, et il a même un avenir aujourd'hui, puisque je peux vous dire que la locomotive H4 Bimod qui a été présentée récemment, elle pourra recevoir bientôt la pile à hydrogène. C'est quand même une réponse claire et nette à la transition écologique. Où est l'État? Où est l'État stratège? Nous sommes vraiment... excusez-moi, donc mes propos peuvent paraître assez forts, mais nous sommes vraiment très remontés sur cette capitulation de l'État. L'État doit être stratège et considérer effectivement que la filiale ferroviaire, c'est la filière de demain. Je veux dire, nous devons penser à nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, etc. Eux, à un moment donné, ils vont dire pourquoi les trains, la France n'est plus capable de construire de trains. Qu'est-ce qu'on pourra leur répondre? Sénateur Longeau. Oui, merci, Président. Jean-François Longeau, sénateur du Doubs et ancien maire d'Ornans, concerné avec le site d'Ornans, que je rappelle quand même avait quasiment 500 salariés il y a une petite dizaine d'années et était à 284 ou 280 aujourd'hui, avec d'ailleurs des mesures qui me paraissent étonnantes parce que ce sont des départs volontaires, donc effectivement personne ne dit rien, parce qu'il y a une prime derrière, il y a quelque chose, donc c'est vrai qu'on vide tout doucement le site sans que personne ne dise rien, bien entendu. Moi, j'ai eu une question qui a peut-être été posée parce que j'étais reparti dans l'hémicycle pour la proposition de résolution sur le développement du fret ferroviaire. Mais je l'ai posée ici même à Madame la ministre des Transports. C'est la direction d'Alstom qui incite effectivement à ce que sur les commandes, qui, je le rappelle, sont des commandes publiques, donc de l'argent public, notre argent à nous tous, incite effectivement à ce que les moteurs, notamment, soient fabriqués à l'extérieur, en Inde ou en Chine. Alors moi, j'avais cru comprendre que, ça c'est un peu pour la plaisanterie, mais j'avais cru comprendre que Alstom Siemens, ça faisait un groupe qui allait avoir une force pour essayer au moins de concurrencer la Chine. Mais si on leur donne les commandes publiques de la France et qu'on leur envoie, c'est même pas la peine qu'on s'associe parce que dans quelques temps on sera mort. Alors c'est une question que je pose parce que je sais que ça se passe, je sais que ça se fait, mais la ministre des Transports était très étonnée par ma question parce qu'elle n'était pas très informée de ce sujet et je crois que c'est quelque chose que nous devons, nous les élus, nous préoccuper parce que si effectivement sur des marchés publics nous avons un mieux-disant qui est Alstom et que pour des raisons de je ne sais quoi d'ailleurs, eh bien on envoie la commande publique à l'extérieur. Si on attend le retour des Chinois et des Indiens pour que, effectivement, lorsqu'ils auront des marchés, ils nous les renvoient en France, on n'est pas prêt de rattraper le ballon. Bien, merci de cette question. Sachez, chers collègues, que tout ce que vous pourrez nous apporter comme questionnement, nous tâcherons avec la mission et avec plus particulièrement Martial d'y répondre. Et en tout cas, merci à vous tous d'être venus et sachez combien on sera à votre écoute et on y restera. Voilà. On était impressionnés par la qualité de vos interventions. Oui, grande je dois qualité. vous dire, c'est
C'est assez impressionnant. Oui, oui. Juste avant que ça se termine, si tu me le permets, juste je voulais préciser que nous sommes plusieurs sénateurs représentants des départements où il y a des sites. Moi je suis sénateur de Charente-Maritime, donc je connais bien le site d'Étré. J'étais encore il y a quelques jours avec le directeur, j'ai prévu de rencontrer les représentants des syndicats. Donc ça veut dire que c'est important que nous le signalions pour donner de l'importance plus importante à cette mission. Rajouter aussi, je suis Viviane Artigala, je suis sénatrice des Hautes-Pyrénées, qui est concernée aussi par le site de Tarbes-Séméac. Et moi, j'avais une question, mais très rapide, sur justement, est-ce que vous sentez des sites où il y a un peu plus d'inquiétude que dans d'autres sur le territoire, sur les 12 sites? Je crois que c'est important aussi que nous ayons... Tu as raison, que nous ayons, que vous sachiez que nous sommes aussi des élus de territoire, que nous ne défendons pas que les sites de notre territoire, mais globalement Alstom, mais qu'il est important de connaître les spécificités de chacun des sites pour mieux les défendre, pour mieux défendre globalement Alstom. Alors, on va donner la parole aux syndicalistes, mais simplement, on va se déplacer dans le maximum de sites. Je le disais tout à l'heure à notre administrateur, bon, on n'a pas beaucoup de moyens, hein, c'est pas une idée, on viendra avec nos bagnoles. Moi, Reichshofen, Belfort, Ornans, c'est une rigolade. On peut aller non, Marc, on peut partir en train, hein. Non, mais je voulais vous dire, on ira dans le maximum de sites, on rencontrera les directions, mais on rencontrera aussi les syndicats, parce que ce que j'ai entendu tout à l'heure, ce que nous avons entendu tout à l'heure, montre qu'on a des syndicats responsables, solides, qui ont une vision du ferroviaire et une vision de leur entreprise. Alors, l'idée, c'est de se déplacer et d'y aller et de se retrouver avec les sénateurs locaux, hein, évidemment, qui seront invités à ces visites, et puis d'en apprendre un peu plus parce que vous avez certainement des idées sur Ornans, par exemple. On sait ce qui s'est passé depuis un certain temps. Hein, tu le disais, Jean-François. Hein. Sur Belfort, le trou dans la commande publique, Monsieur Provisi, vous avez eu raison, hein, parce qu'avant, les ministres étaient venus, il n'y avait pas de problème, puis tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il y a un trou dans la commande impressionnant. Et après, il y a les appels d'offres, les amis. Il y a les appels d'offres. Qui nous dit, après que les appels d'offres iront immédiatement vers ce fameux groupe? On ne le sait pas. Et voilà. Alors, voilà. Vous voulez rajouter? Oui. Juste une minute chacun, parce que nous avons d'autres impératifs qui nous attendent depuis 19 heures. Donc, vraiment, très rapidement, une minute chacun. Alors. Oui, merci. Donc, pour les sites sur lesquels on se pose des questions, oui, déjà, quand on voit Siemens, qui est un gros fabricant électrique, hein, très connu pour ça, tout ce qui est composants électriques de puissance, donc Tarbes et moteurs, c'est quelque chose qu'il faut regarder de très près. Ensuite, je voulais insister sur une perspective qui peut augmenter la durée d'attente pour que ça reprenne. C'est les lois européennes. Actuellement, nous n'avons pas sur les marchés de protection qui nous permettent de traiter la réciprocité ou de borner la localisation des contrats exportés à l'étranger. Et enfin, dernier point, je dirais, quand on passe un étiage et qu'on essaie de baisser les frais, on est en contre-investissement, c'est-à-dire qu'on ne fait pas l'analyse de combien il faut investir sur un site pour redevenir compétitif ou de moins maintenir un écart minimal avec les pays low cost. Et ça, on en aurait besoin pour vraiment avoir une perspective. À vous. Juste dire que tous les établissements sont en danger, ça c'est une certitude. On n'a aucune garantie pour aucun d'eux. C'est les commandes qui feront que les sites resteront. En tout cas, c'est la stratégie d'Alstom. Il y a trop de sites en France, donc c'était sa volonté de réduire la voilure. Comment elle le fera? Parce que la délocalisation est imposée par les pays qui nous commandent et patati patata. Et pour des raisons de compétitivité, mais aussi de rentabilité pour les actionnaires, on en délocalise de plus en plus. Nos établissements sont en danger, même s'il n'y a pas de mariage avec Siemens. Et puis, vous parlez d'Airbus du ferroviaire. Sachez qu'Alstom est européen depuis longtemps. On est 30 000 salariés, il y en a 20 000 en Europe, 10 000 en France. C'est même un groupe mondial et ça ne changera rien demain. Et donc, le marché est global, l'Europe reste le principal client, le matériel ferroviaire reste le principal client.
il faut maintenir notre industrie. Voilà. Merci. Merci. Sur l'aspect des charges des sites, bon, c'est par exemple, enfin on a cru comprendre, par exemple sur Reichshofen, il semblerait qu'il y aura un cran en 2019. Mais de manière générale, on le sait, les besoins en France et en Europe sont énormes. Le marché accessible, à partir de 2020, va exploser. Donc il y a du travail. Derrière, que l'on place en France, enfin en France et en Europe, que l'on développe les moyens industriels, qu'on ait une stratégie d'investissement, d'amélioration des compétences, de renforcement du personnel, d'outils industriels, comme je disais, enfin à Belfort, les découpeuses laser, elles sont à bout de souffle. Il y a des ateliers où il pleut dans certaines usines, où les gens travaillent à peu près à température extérieure. Quand on est à Valenciennes en hiver, la température extérieure n'est pas très élevée. Donc, ou sur les bureaux d'études aussi, de plus en plus d'activités sous-traitées où les lots d'études sont envoyés sur des pays soi-disant à bas coût, mais au final, ça revient plus cher. Donc, en fait, il faut remettre en place une stratégie industrielle pour la filière ferroviaire, pour Alstom, pour la filière ferroviaire. C'est pour ça, enfin, quand vous dites il faut qu'on obtienne un accord équivalent à ce que a fait Siemens avec IG, on ne sait même pas le contenu, mais ça ne suffit pas. C'est pas que ça la question sur un truc à 4 ans. C'est quelle stratégie, et on pense qu'il faut en mettre une en place. Et l'État doit avoir son mot à dire. Ça va passer par une prise, ça peut passer par une prise d'action pour avoir un choix sur les décisions et avoir quelque chose à long terme, mais aussi des échanges. Par rapport à ce que disait le sénateur Longeau, donc, il y a un certain nombre de choses qui existent dans le ferroviaire au niveau européen, par exemple. On peut dire il faut acheter en Europe. C'est utilisé par certaines choses, assez peu apparemment. Le STIF, par exemple, pousse, certains contrats du STIF poussent à demander des clauses que ce soit fait en France, un certain nombre de choses. Les constructeurs essaient de s'en défausser, des fois, de les contourner. Voilà, c'est faisable. Mais c'est sûr, déjà qu'on place les capacités, enfin qu'on donne les capacités d'industrie. Et en fait, un train fabriqué en France ou en Pologne ou en Inde, au final, les coûts vont pas être très, si on prend vraiment à qualité équivalente et tout frais comparé et tout, il n'y a pas vraiment de différence. Donc, une prise en charge, une stratégie industrielle pour la filière ferroviaire en France. C'est ça qu'il faut mettre en place. Merci. Merci. Dernière prise de parole, et puis... Oui, moi je ne prendrai pas la parole très longtemps. C'était simplement pour remercier Jean-François Longeau d'avoir parlé du site d'Ornans. Madame la sénatrice demandait quels étaient les sites les plus menacés. On a parlé de l'effet domino lors des problèmes qu'a connu Belfort l'an passé. Je pense qu'aujourd'hui, le site d'Ornans est le premier domino. Ça, c'est clair. Hein. On a parlé de la diminution de l'effectif d'Ornans. En fait, on peut la comparer à la diminution de l'effectif manufacturing sur l'ensemble d'Alstom, hein, puisqu'il y a une quinzaine d'années, je crois qu'on était à peu près 5000 ouvriers. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y en a plus que 1500, donc ça continue de fondre. On a des départs volontaires, hein, ça a été dit par M. Beaupart-Lafarge. Hein, en 2018, il n'y aura pas de départ contraint, mais ça veut dire que les départs volontaires vont continuer. En plus, on est confronté à une délocalisation depuis X années par des joint ventures. On en avait une à Xiayeco en Chine, et maintenant, ce qui se profile en raison, c'est l'Inde. Cet après-midi, un collègue m'a envoyé un SMS en disant qu'il me confirmait que le TET, qui projetait d'être produit en Inde à 60%, 40% en France, aujourd'hui, ça sera 100%. Et je pense que les objectifs de notre direction, c'est la délocalisation totale, y compris des moteurs. Voilà. Merci à tous et sachez que le Sénat, et notre commission particulièrement, va vous accompagner. Voilà donc pour cette audition, une audition des représentants des syndicats du comité d'entreprise du groupe Alstom, une audition pendant laquelle vous avez pu entendre bien sûr l'inquiétude de ces syndicats sur l'avenir du groupe. À l'initiative du groupe socialiste au Sénat, le Sénat a créé une mission d'information sur Alstom et plus généralement sur la stratégie industrielle du pays à l'approche de la fusion avec Siemens qui sera effective en 2018. Les salariés sont inquiets pour la pérennité de leur emploi. Ils exigent donc du gouvernement qu'il prenne les mesures qui s'imposent pour préserver tous les sites Alstom en France, toutes les activités et tous les emplois, bien sûr, sur chacun de ces sites. Les craintes portent sur les éventuelles économies d'échelle que pourrait pratiquer le géant allemand Siemens. Voilà, vous pouvez bien sûr revoir ce programme sur notre site internet publicsénat.fr.